Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 3 octobre. Nous allons tout d'abord suivre l'évolution de l'enquête sur la disparition de la jeune Lina, parler des nouvelles brigades de gendarmerie et nous évoquerons ensuite les événements liés à la politique en France et à l'international. Mais avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo, mais revenons tout de suite sur la disparition de Lina. Un témoin a révélé aux enquêteurs avoir vu Lina dans une voiture avec un homme le jour de sa disparition. Depuis, les autorités ont examiné 6 véhicules et font des investigations dans une maison. Mais jusqu'à présent, rien de concret n'a été trouvé. Le témoin affirme avoir vu un homme au volant portant une barbiche. Le témoin a aussi échangé des salutations avec Lina. Il a déclaré que la jeune fille n'avait pas l'air d'être effrayée. Les enquêteurs poursuivent les recherches. Et toujours en France, Emmanuel Macron annonce la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie. Cela vise à répondre aux préoccupations de sécurité des Français. Cette initiative a d'ailleurs été saluée par les politiciens, y compris dans l'opposition. Et à Paris, 7 militants de l'ultra-gauche sont jugés devant le tribunal correctionnel pour leur implication présumée dans un projet d'attaque de policiers et de militaires. En cas de condamnation, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Laurent Wauquiez, l'un des présidents de région du groupe LR, a déclaré son intention de se présenter à la présidentielle. Il s'oppose à certaines politiques environnementales qu'il juge trop contraignantes. Et 2 jeunes détenus âgés de 17 ans se sont évadés de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechin dans la nuit de dimanche à lundi. Les 2 compères se sont échappés en sciant les barreaux de leurs cellules et en descendant à l'aide de draps. Une voiture les attendait à l'extérieur. La police est activement à leur recherche. Et revenons maintenant sur le conflit en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis hier à Kiev. Anthony Bluteau, notre spécialiste en géopolitique internationale, va nous faire un point sur la situation. Anthony, où en sommes-nous sur la question du soutien de l'Europe à l'Ukraine? Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Aujourd'hui, nous parlons de l'Ukraine, qui reste au centre d'une saga politique et militaire qui tient le monde en haleine. Côté russe, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a laissé entendre que l'Occident finirait par se fatiguer de son soutien à l'Ukraine. Le Kremlin parle même d'une fragmentation de l'opinion occidentale sur le conflit ukrainien. Mais hier, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont fait le déplacement vers la capitale ukrainienne pour une rencontre historique. Pourquoi historique? Eh bien, c'est la toute première fois que les ministres se réunissent en dehors de l'Union. Et le message est clair. À travers cette réunion, l'Union européenne exprime une solidarité robuste envers Kiev. Or, en Slovaquie, un candidat pro-russe vient tout juste d'être élu. Ce qui pourrait créer une première brèche dans la dynamique européenne de soutien envers l'Ukraine. On se demande jusqu'où ira cet échiquier géopolitique, où les pièces semblent se déplacer de manière oui, on peut le dire, intrigante. Pour mieux comprendre, voici quelques images des événements du lundi 2 septembre. Lundi 2 octobre, une assemblée inédite s'est déroulée à Kiev, en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne s'y sont retrouvés, envoyant un message puissant de solidarité envers un pays qui résiste à l'agression extérieure. Nos pays aujourd'hui, au niveau politique, diplomatique, regarderont comment soutenir l'Ukraine. Comme cela a été prévu en marge du sommet de Vilnius, dans la durée pour donner de la visibilité à nos industriels, donner la sécurité à ce pays, donner aussi à la Russie le message qu'elle ne doit pas compter sur notre lassitude. Nous serons là pour longtemps. L'hiver approchant à grands pas, l'Allemagne a appelé à soutenir un plan de protection hivernale en anticipation de potentielles attaques russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Pour aider l'Ukraine à traverser les mois les plus froids, le plan inclurait une défense aérienne, une protection des infrastructures critiques et de générateurs. Mais un vent contraire souffle depuis la Slovaquie où Robert Fico, un candidat pro-russe, vient de remporter les élections. Lors de sa campagne, il avait demandé à ce que pas une seule cartouche de munitions provenant des réserves slovaques ne soit envoyée en Ukraine.
Les implications pour l'Ukraine pourraient être importantes compte tenu de la position antérieure de la Slovaquie, généreusement en faveur du soutien matériel et militaire. Fico, connu pour ses approches diplomatiques avec Moscou, pourrait-il inverser cette trajectoire de soutien ? Jusqu'à présent, l'UE a réussi à maintenir sa position pro-ukrainienne ferme, malgré la pression de la Hongrie, dont le dirigeant nationaliste Viktor Orban dénonce régulièrement les sanctions à l'encontre de Moscou. Mais l'évolution de la situation soulève des questions cruciales sur la coalescence européenne en soutien à l'Ukraine. Ainsi, se tisse une toile complexe d'alliances et de tensions avec des ramifications qui pourraient se faire sentir à travers tout le continent. Mais que peut-on anticiper des répercussions futures ? Certains craignent un effet domino, que le renoncement d'un pays à son soutien pour l'Ukraine en fasse fléchir d'autres dans son sillage. Le contexte politique, teinté par une stratégie russe présumant une lassitude occidentale et des éléments variables comme l'élection de Fico en Slovaquie, pourrait bien dessiner une trajectoire inattendue pour l'Ukraine et bien sûr l'Union européenne. Il y a peu, une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en 2030 semblait plausible. Mais avec des acteurs pro-russes qui gagnent du terrain en Europe et un soutien américain en suspens, la trajectoire de l'Ukraine vers l'intégration européenne pourrait bien sûr se compliquer. Les conséquences de ces développements seront cruciales, non seulement pour l'Ukraine, mais également pour la stabilité et l'unité de l'Union européenne face aux diverses crises. La véritable question qui se pose alors, l'unité et la solidarité de l'Union européenne face à la crise ukrainienne, résisteront-elles au vent changeant de la politique interne et internationale ? De votre côté, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de votre attention et restez avec nous pour suivre l'évolution de cette situation captivante. Rémi, la parole est à vous. Merci Anthony pour cette analyse et on passe tout de suite à l'international avec la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui a défendu pour l'Europe un projet d'euro numérique porté par l'institution monétaire, assumant au passage la traçabilité liée à cette monnaie. Ce projet suscite des inquiétudes concernant les libertés individuelles puisqu'avec la disparition progressive de l'argent liquide, toutes les transactions pourront dès lors être tracées. Et en Suisse, le média public RTS a été accusé d'avoir violé le principe de pluralité des opinions dans un reportage sur la loi Covid. Le tribunal fédéral suisse a estimé que l'émission télévisée mise au point manquait d'impartialité en ne donnant pas la parole aux opposants. Le tribunal fédéral a également déploré dans le reportage des messages offensants envers les politiciens. Et aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump est actuellement jugé à New York. Il a été accusé d'avoir surévalué ses actifs. Le procès civil porte sur 6 chefs d'accusation supplémentaires, notamment des allégations de complot, de falsification de dossiers commerciaux et de fraude à l'assurance. Donald Trump a dénoncé un simulacre de justice et ses supporters voient dans toutes ces attaques des manipulations pour empêcher l'ancien président de se présenter aux prochaines élections. Et on va maintenant se pencher sur un rival de longue date des États-Unis. Vladia, vous allez nous parler aujourd'hui des investissements gigantesques de Pékin pour renforcer sa propagande à l'international. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Des milliards d'euros par an, c'est le montant que Pékin consacre à sa campagne mondiale visant à diffuser de la désinformation, faire de la propagande et façonner l'opinion publique en faveur du Parti communiste chinois. Ces données récentes se basent sur un rapport du département d'État américain. L'influence du régime chinois s'instille parfois d'une manière subtile, par exemple à travers des encarts publicitaires dans les journaux. Présentés comme des articles d'actualité, ils vantent les mérites de la Chine en tant que destination touristique ou donnent une image positive du dirigeant chinois Xi Jinping. Ces articles sont en fait des publicités payées par l'un des principaux organes de propagande de Pékin, le journal China Daily. L'ajout de ces encarts dans des publications est un moyen pour Pékin d'influencer la politique et l'opinion au sein des pays étrangers. Open Secrets, une organisation qui suit les données relatives au lobbying, a révélé une partie des dépenses de Pékin à l'étranger. Le radiodiffuseur chinois CCTV, contrôlé par l'État, fournit gratuitement des séquences vidéo à 1700 groupes de médias étrangers.
La Chine a également acquis davantage de contrôle sur les organes de presse dans le monde. En 2015, un conglomérat chinois a acquis une participation majoritaire dans une société de médias en République tchèque. Ce média a ensuite multiplié les reportages favorables à Pékin. En Afrique, la Chine est devenue un fournisseur de télévision de premier plan à travers Star Times. Ce média compte 10 millions d'abonnés dans 30 pays africains. En plus des grands médias, Pékin cible également les réseaux sociaux. Selon le rapport, près d'une centaine d'influenceurs ont diffusé la propagande du régime sur les réseaux, atteignant plus de 11 millions de followers. ByteDance, propriétaire de TikTok, cherche à bloquer les critiques de Pékin sur ses plateformes. En 2020, l'entreprise avait dressé une liste interne de cibles potentielles. Des gouvernements ont également fait appel à l'entreprise de télécommunications chinoise Huawei pour renforcer leur réseau de police et espionner les opposants politiques. Et pour vous donner un autre exemple des artifices idéologiques de Pékin, sous Donald Trump, le PCC faisait des reportages sur le racisme aux États-Unis en allant dans le sens du mouvement Black Lives Matter. Aujourd'hui, sous Biden, le PCC va dans le sens de certains comptes qui soutiennent Donald Trump dans le but d'attirer les audiences vers ses propres narratifs. Vous connaissez la technique de propagande dite de l'opposition contrôlée. Eh bien, elle est très utilisée par le régime chinois, notamment sur X, anciennement Twitter, et elle concerne aussi bien la gauche que la droite. Conclusion, ouvrez l'œil à ce qui tourne sur les réseaux et sachez que parfois ce sont des opérations d'influence orchestrées par des gouvernements, même quand ça va dans votre sens, surtout quand ça va dans votre sens. Je m'arrête là, merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup Vladia, et pour terminer, restons en Chine, mais retournons à l'époque des empereurs. Un article de Vision Times nous raconte que les empereurs voyaient les catastrophes naturelles comme des mises en garde du ciel pour les dirigeants. Ils réagissaient alors en favorisant la vertu et en corrigeant leurs erreurs. Ainsi, l'empereur Tang de la dynastie Shang vénérait le ciel et nommait des ministres vertueux, ce qui a permis de mettre fin aux catastrophes naturelles. Il croyait que les signes du ciel prédisaient la fortune ou la malchance et qu'on pouvait, par des actions vertueuses, changer le cours des événements. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à demain, 13h, pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et comme l'empereur de la dynastie Shang, face à l'adversité, restez vertueux.